Eh bien, bonjour à tous. La conférence va pouvoir commencer. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Salut à ceux qui sont sur Twitch. J'espère que le café est aussi bon qu'ici chez vous, en tous les cas. Qui dit nouveau, hein, c'est un nouveau jour, on est sur le deuxième jour. Qui dit nouveau dit forcément ancien. Et qui dit forcément ancien dit forcément legacy. Et oui, nous sommes un petit peu tous finalement les enfants d'un passé que nous ne voulons voir. Peut-être que le café, c'est pas la seule chose que j'ai pris ce matin. En tous les cas, heureusement, parce qu'aujourd'hui, on a quelqu'un qui nous a concocté quelque chose en particulier, et c'est pas du café, c'est sur le Legacy, et c'est Valentin. Étant donné que c'est la première du deuxième jour, il est tôt aussi, et lui, il va vous parler, j'espère que vous allez l'accueillir chaleureusement. À toi, Valentin. Merci beaucoup pour ces applaudissements. Bonjour à tous, merci d'être là ce matin de bonne heure. Aujourd'hui, on va voir principalement les problématiques et les solutions récurrentes qu'on peut rencontrer quand on a affaire à des systèmes legacy. Mais avant, on va remonter un petit peu dans le temps, le 4 juin 1996, c'est-à-dire le jour de l'inauguration de la fusée Ariane 5 V501. Donc, au moment du décollage, pas de souci. Sauf que, au bout de 37 secondes, la fusée ayant pris pas mal de vélocité, s'oriente d'une mauvaise façon, elle dévie sa trajectoire et elle explose. Bilan des pertes, des centaines de millions de dollars, on perd une fusée, on perd des satellites, donc potentiellement des avancées en matière de recherche scientifique. En cause, le système de guidage inertiel qui a eu un souci. Alors, qu'est-ce qui aurait pu être amélioré? Donc, tout simplement, on aurait pu faire un peu plus de tests sur le système de guidage pour prévenir la cause. Parce qu'en fait, on s'est dit que comme on réutilisait du code de Ariane 4, ça fonctionnait très bien sur l'ancien, donc pourquoi faire autrement? Et en fait, ce qui aurait pu être fait, si on lit le rapport, il est dit qu'au niveau des tests automatisés, il n'y avait pas énormément de tests automatisés parce que c'était pas facile de le faire en conditions réelles. Donc, mais ça aurait été possible de le faire en manuel à une échelle réduite. Donc, ce qu'on aurait pu faire, c'est mettre en place des tests manuels réels, et de faire de la programmation défensive dans notre code, par exemple de la gestion d'exception ou du circuit breaker, pour éviter justement ces écarts de valeur. Je m'appelle Valentin, je suis ingénieur logiciel chez Takima depuis 3 ans, et je dois vous dire qu'il y a 3 ans, j'ai l'impression que j'avais un petit peu plus de cheveux, mais le mois dernier, il y a un collègue qui m'a fait remarquer il m'a dit c'est peut-être parce que tu passes un peu trop de temps dans du code legacy. Michael Feather a défini le code legacy comme un code sans test. Et il a aussi ajouté que si vous avez des tests, c'est parfait. Si vous avez suffisamment de tests, c'est parfait. Et si vous n'avez pas assez de tests, vous vous mettez bien dans l'embarras. Donc un code legacy, on a compris, il y a beaucoup de challenges associés. Donc vous pouvez très bien, un matin, vous retrouver face à ce code-là. Donc si vous êtes le développeur qui a écrit ce code-là, vous allez voir un joli plat de pâtes, mais vous allez le comprendre. Par contre, si vous y revenez un jour après ou une semaine après, vous risquez de plus trop comprendre ce que ça fait, et c'est pareil pour vos collègues. Et ça, c'est juste une des problématiques, un des challenges, parce qu'en fait, ce code, il s'inscrit dans un projet qui a des milestones, des deadlines, avec des personnes qui peuvent s'en aller, partir de l'entreprise à tout moment, qui ont la connaissance. Donc il peut y avoir une perte de connaissance. On a aussi un challenge au niveau de la dette technique, de la dette fonctionnelle. Votre projet il peut faire plus de 100 000 lignes, et on peut avoir de la réplication au niveau de la base de données, ou réplication serveur, et je ne vous parle même pas des problèmes de dépendance. Donc un code legacy, en vérité, ça peut ressembler à ça. Ça peut très bien être très beau, mais si on touche à un petit bout de bois, tout peut s'effondrer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà été dans cette situation-là? Levez la main. Ok, super. Est-ce que quelqu'un a déjà joué à ce genre de jeu? Avec les petits bouts de bois? Ok, pas mal. Donc en fait, ça peut aussi se ressembler à ça. Donc si on touche à une chose, tout s'écroule. On essaie de démêler un peu le vrai du faux, et finalement on a l'impression de tirer la pelote de laine dans ce genre de code. Et au vu des enjeux, en fait, à force de voir rouge au niveau de la compilation, on finit par avoir un peu peur de changer les choses.
Mais on va voir justement comment est-ce qu'on peut déjà avoir un premier aperçu de ce qui se passe. On peut déjà monter un petit sonar en local, on n'est pas obligé de le mettre sur une plateforme, on le met en local sur son projet et puis on voit déjà ce qui se passe. Donc par exemple, là, mon projet, il a 0% de coverage. Bon, il n'y a pas de duplication, c'est un projet assez simple. Il y a 0% de coverage et il y a une autre métrique qui m'intéresse dans la maintenabilité, c'est, sur le code général, c'est le taux de dette technique. Là, c'est bien d'avoir ça parce que ça nous permet d'avoir une idée de combien de temps il va falloir pour pouvoir en fait, corriger cette dette, rembourser cette dette. Et ça va donner une bonne visibilité pour les managers. Donc on a dit quels facteurs, il y a des facteurs aussi externes qui peuvent être, il y a des facteurs techniques et des facteurs fonctionnels qui peuvent rendre mon code legacy. Et en fait, c'est bien de viser un peu les deux types de facteurs. Donc un facteur important, c'est un facteur externe parce qu'en fait, le code legacy, à un moment donné, un code, ça deviendra forcément legacy. Et parce qu'à cause de facteurs externes comme l'évolution du business model et aussi des changements réglementaires. Je prends l'exemple dans l'immobilier, s'il y a des règles qui évoluent, le gouvernement il peut imposer d'implémenter par rapport à ces nouvelles règles sous peine d'amende. Votre application peut très bien ne pas tenir la charge, vous pouvez avoir des problèmes de performance. Et vous pouvez également aussi avoir une perte de maîtrise et de la dette technique associée. Donc c'est pour ça qu'avoir un dashboard, c'est pas mal. Au moins un outil qui permet de monitorer tout ça. Donc comment est-ce qu'on modernise? On a plusieurs options. Côté DevOps, on peut migrer vers une nouvelle infrastructure ou vers une nouvelle plateforme. Et après, côté Dev, on peut plus modifier le code sans modifier le comportement. Donc ça, c'est le refacto. La réarchitecture, c'est un peu plus haut niveau, entre guillemets. Et là, on peut modifier la structure. Dans certains cas, par exemple, si on passe d'un RabbitMQ à un Kafka pour l'échange de messages, on peut aussi tout réécrire. Donc nous, on va se concentrer sur ces trois-là principalement. Donc au niveau de la réarchitecture, rapidement, ça peut être par exemple, vous passez d'un monolithe à un microservice et vous migrez module par module. Donc là, vous réécrivez module par module. Vous pouvez utiliser du branch by extraction, et ça c'est plutôt vous créez une abstraction et vos clients qui dépendaient de l'ancien système dépendent du nouveau petit à petit, dépendent d'un nouveau système petit à petit, comme ça vous permet de migrer progressivement. Mais du coup, ça ne répond pas à notre problématique de départ. Est-ce qu'on réécrit, on refacto, on réécrit partiellement ou complètement? C'est pas nécessairement la bonne question, parce qu'en fait, quand on parle de code legacy, on parle surtout de coût de changement. Donc, combien ça coûte? Donc, on va voir le cas pour réécrire. Qu'est-ce qui se passe quand on réécrit? C'est rare parce que c'est rare qu'on accepte de réécrire, mais on peut. En fait, on peut utiliser ce qu'on appelle un greenfield. La greenfield, c'est tout simplement une nouvelle application. Et à côté, par exemple, je suis une banque. Je veux refaire, mon core banking, il a migré vers une nouvelle version. Du coup, j'ai inclus trop de spécifiques dans mon ancienne version de core banking. Du coup, je dois refaire en fait mon application. C'est devenu complètement immaintenable. Et du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un greenfield, une nouvelle application à côté, pendant que mon brownfield, donc mon ancienne application, tourne en prod. Donc du coup, le greenfield, on a compris, on part de zéro. Donc on diminue les délais, voilà, on contrôle son budget, on peut choisir sa stack technique. Bon, par contre, il faut embaucher les architectes, il faut réfléchir de nouveau à de nouvelles solutions. Mais l'avantage, c'est qu'on n'a pas de dette. On n'a pas de dette et la maintenance, c'est assez rapide. Mais par contre, à côté, on doit quand même maintenir l'existant, voilà, avec toutes ces contraintes associées. Et en plus de ça, moi, mon vrai challenge, c'est une fois que j'arrive à ça, le but, c'est d'éliminer, entre guillemets, le brownfield, de faire j'ai une période de transition, en fait, progressive de mes clients, de mes features et de mes clients. Donc, c'est pas aisé, c'est vraiment si vous avez les moyens. Donc, la réécriture, c'est vraiment si le code, ça vous coûte plus cher de maintenir que de réécrire. Et sinon, on procède étape par étape, réarchitecture, refacto. Est-ce qu'il y a des outils concrets pour me guider dans cette décision-là? Alors malheureusement, il n'y a pas de recette miracle, mais vous pouvez faire des organigrammes, réfléchir en groupe sur cette question-là. Vous pouvez aussi, au niveau des équipes de dev, définir des
définir des critères clés. Des critères clés dans le code, et suivant si c'est bon, moyen ou faible. Vous pouvez aussi faire un système de points, de pondération, définir ce qui est vraiment important sur ce projet-là, si c'est la clarté de code, voilà, pour la qualité. Et vous allez vous retrouver dans une fourchette qui va vous dire, bon, bah, là vous allez vous dire instinctivement, est-ce que là je suis plutôt, faudrait mieux que je refacto ce module-là, ou que je réécrive tout. Donc au final, je pense que c'est assez judicieux de se dire qu'on va s'orienter vers un refacto progressif. On parle aussi de refacto incrémental, parce que en fait, tout simplement, un refacto progressif, c'est mal vu déjà le refacto, parce que ça n'apporte pas de valeur, entre guillemets, à court terme, sauf que ça n'apporte pas de valeur. Et sauf qu'en fait, le refactoring progressif, vous pouvez quand même le mettre dans votre journée, au niveau de votre feature, où vous pouvez très bien le faire une fois par semaine, si vous voulez. Mais par contre, là c'est bien gentil, on parle de refacto, mais on n'a pas encore parlé d'un truc hyper intéressant, parce que quand on se dit avant de refacto, il faut tester. Et là je suis face à mon vrai dilemme quand on parle de refacto, c'est on sait qu'on doit tester avant de refacto, mais qu'est-ce qui se passe quand mon code il est intestable? Donc en effet, on a besoin d'une stratégie, et c'est pour ça qu'on va regarder ça en exemple tout de suite. Donc d'abord, juste avant, il y a une petite recette, voilà, pour identifier au niveau de mon code les points intéressants qui ont de la valeur en fait en termes de tests. Je peux trouver les les points où ça va être intéressant de tester. Donc d'abord, je vais raconter ce que fait mon système, et ensuite je vais faire un petit diagramme sympa. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, je suis en présence d'un code qui fait un rapport de dépenses. Alors je remarque que j'ai tout dans un même fichier. Voilà, c'est super. J'ai un total de dépenses. Donc j'ai une fonction print report qui m'imprime le rapport, donc c'est la seule fonction. J'ai des totaux de dépenses, du calcul de dépenses, j'ai de la logique métier sur les types de dépenses. Là, ça affiche des labels en fonction du type. Donc là, ça sent très mauvais. Ensuite, j'ai de la logique et j'ai aussi du formatage. Bon, super. Alors, ce que je peux faire, c'est que en fait, je vois que total expense, 1000 expense, en fait, ça dépend de expense amount. Donc là, ce que je fais, c'est que je regarde ici, expense amount, c'est expense c'est expenses, et en fait je peux mettre des bookmarks dans mon code, et comme ça après je vais pouvoir naviguer en fait sur les différentes variables qui ont des impacts sur les autres. Et je peux même faire ces CTRL-Alt-H sur IntelliJ, montrer là toutes les dépendances en fait. Donc si vous avez un code avec plein de méthodes qui s'appellent, montrer toutes les dépendances et qu'est-ce qui est dépendant et de quoi ça dépend. Voilà, donc à la fin ça me donne ce sorte de petit diagramme là, enfin, ce sorte de petit schéma. Et en fait là je vois bien ici que le print report, ça a l'air d'être un endroit intéressant à tester, parce qu'en fait il y a un peu tout qui va dépendre de lui. Et ça va me permettre de tester tout ce qui a vraiment de la valeur. Mais donc, du coup, j'aimerais bien définir un objectif. C'est, par exemple, j'aimerais bien ajouter une nouvelle dépense. Donc ça, c'est la feature qui m'a été affectée. Ajouter une nouvelle dépense, train de type transport, dont la limite est 100 €. Donc on peut faire ça tout de suite. Mais du coup, avant de toucher à ce code-là, avant de toucher à quoi que ce soit, je peux créer des tests d'acceptance. Donc les tests d'acceptance, voilà, les tests d'acceptance, ici je vous ai généré directement la classe, hop, je vais le générer comme ça. Les tests d'acceptance, ça va vous faire vraiment une sorte d'échafaudage autour de votre code, et là ici, en l'occurrence, je vais capter la sortie des systèmes out qu'il y a dans mon code pour pouvoir avoir une idée du comportement. Donc là j'ai une bonne idée de ce qui se passe. Dans un fichier, il me dit, dans un fichier ici, .received, il me dit voilà, le programme il t'a sorti ça, donc c'est ce qu'il est capable de te fournir aujourd'hui.
Moi, ici, je vais mettre ça. Celui-là, j'utilise une librairie qui s'appelle Approvals. Et en fait, les fichiers en .approved, c'est les fichiers qui sont de référence sur lesquels c'est les fichiers de référence sur lesquels on va pouvoir tester. Et les fichiers received, c'est régénéré à chaque fois. Donc là, j'avais pas le fichier approved. L'avantage, c'est que ce fichier-là, il peut être versionné et du coup partagé avec votre équipe. Et tout le monde peut faire les tests, les approval tests. Alors là, en fait, je vois qu'il y a une date. Alors justement, au niveau de la date, je vais ce qu'on appelle scrubber. Et en fait, je ne veux pas la date parce que j'ai remarqué que dans le code, j'ai un new date. Et en fait, ça recharge une date à chaque fois. Donc je pourrais très bien l'extraire, mais ça ne va pas être mon choix ici. Mon choix ici, c'est de générer de scrubber cette date. En fait, c'est de remplacer n'importe quelle date qui arrive par une date comme ça. Donc là, évidemment, ça ne va pas marcher parce que mon fichier de référence, il n'a pas ce petit placeholder sur la date. Vous pouvez voir ça. Voilà, ça va ressembler à ça. Voilà, et là, je relance. Et ensuite, donc maintenant qu'on a des tests qui passent, entre guillemets, voilà, on va pouvoir commencer à notre première tâche. Mais on ne va pas le faire n'importe comment. On va utiliser ce qu'on appelle la méthode Mikado. Donc c'est une méthode où on définit un but et on dessine un graphe. Donc là, mon but, ça ne va pas directement être la feature parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de refacto à faire avant. Et donc mon premier but, ça va être d'extraire la logique des dépenses à un seul endroit. Donc on définit notre goal, on dessine voilà, sur un petit graphe, extraire la logique de dépense. Donc tout de suite, je vois que j'ai dans mes approval tests, j'ai pas testé mes edge cases. Donc j'ai des dépenses que je ne dois pas dépasser. Donc j'ai une limite de dépenses à pas dépasser, par exemple qui est à 5000 pour le dîner. Et du coup, ici, je vais tester 5000, 5001, donc ce qu'on appelle les cas à la marge. Mais je vois que j'ai une erreur. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit constructeur manquant dans dépenses. Ok, bon, constructeur manquant dans dépenses. Ce qui se passe, c'est que là, du coup, maintenant, j'ai une erreur. Donc, ce que je vais faire, c'est que quand j'ai une erreur dans la méthode Mikado, je reviens en arrière. Donc là, je reviens en arrière. Et j'ajoute créer dépenses, créer le constructeur de dépenses. Voilà. Expense report. On retourne dans notre classe. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est que ici, on peut aussi commencer par voilà, refacto. Et tant qu'on n'a pas de problème, on continue. Hein. Là, je viens de bouger 2 classes. Ensuite, ici, ma logique. Là, je vois que c'est un plat. Ici c'est ça get le label. Is over, là c'est quand on dépasse la limite, donc j'aurais pu mettre is mil over limit, mais je vais plutôt mettre is over limit parce que ça sera plus extensible pour après. Donc j'ai pas spécialement besoin des statiques, et donc là je vois qu'il n'y a pas j'ai pas de problème, donc je vais pouvoir commencer à extraire ma logique, mais avant je vais faire un truc, je vais commit. Je vais faire extract méthode. Alors là, même ce que j'aurais dû faire, c'est j'aurais même dû faire 2 commits. Un commit où je bouge mes classes et un commit où j'extrais mes méthodes. Pour vous montrer vraiment la manière incrémentale de faire. Donc pour le moment, j'ai créé qu'une branche, hein, toujours, parce que je n'ai pas rencontré d'autres problèmes. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je me rends compte que ces méthodes-là, en fait, elles ressemblent fortement à ce que j'ai dans expense type, en fait. Dans le type de dépense qui est une énumération. En fait, je pourrais le mettre vous allez vous dire, je pourrais le mettre dans expense, sauf que expense, son rôle, c'est du data container. Et
Et du coup, si son rôle c'est du data container, je peux pas me permettre de mettre de la logique métier dedans si c'est pas voulu. Et ça me paraît intéressant. Je vais faire le choix pour le moment. Voilà. On tâtonne aussi un peu, c'est ça au niveau de l'approche. Donc là, j'ai dupliqué pour pas casser mon code. J'ai dupliqué les différentes méthodes. Donc là, j'ai pas de souci. Je pourrais à la limite commit move method. Move method. Vous pouvez questionner les noms de commit aussi. Ça me va très bien. Et donc ici, en fait, ce que je veux faire, c'est que comme je suis déjà dans ma méthode, j'ai plus besoin de ça en fait. J'ai plus besoin de ça. Et du coup, ça simplifie grandement en fait. Ça simplifie grandement parce que moi, ce que je vais vouloir faire, c'est ce genre de truc. Et en fait, ce que je vais vouloir faire, c'est, je pense qu'il va falloir retirer ça en fait. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vais vouloir avoir. Je vais remplacer change, je veux changer la signature. Donc on peut aussi faire avec ce raccourci-là, pour changer la signature. Et je veux changer la signature. Donc jusque-là, ça va pour changer la signature. Et je veux passer la limite. Je veux passer une limite parce que on a dit que le 5000, c'était ma limite. Sauf qu'en fait, la limite, elle n'existe pas. Donc, toc. Là, il fallait que je change la méthode. Et en fait, ici, j'ai oublié donc, le label. Et, parce que le label, voilà, c'était l'opération que j'aurais pu faire ici. Et je peux ajouter ma limite. Donc dans le cas du label, c'est ici, c'est pareil. Hein, j'ai un label ici. Et en fait, là, il me demande de créer. Et en fait, si je vais dans la méthode Mikado, il y a un truc intéressant, c'est que je peux creuser mon arbre, je peux continuer à creuser dans mes problèmes et me prendre toutes les erreurs de compilation, ou je peux faire d'une manière un peu plus vraiment planification en large. C'est-à-dire qu'au lieu d'avancer dans mes problèmes, je vais plutôt aller explorer différentes pistes. Et là, j'avance plutôt dans les différents problèmes, donc la signature, ensuite la limite. Si je crée, normalement, je suis censé revert à chaque fois, mais là, je peux explorer. Et en fait, si je mets le champ limite, ce qui va se passer, c'est qu'il va me dire, bah, en fait, il faut un constructeur. Donc le constructeur, voilà. Il me faut un constructeur, sauf que le constructeur, il va être pour label et field, enfin, label et limite. Et en fait, après, il va me dire, bah, en fait, c'est bien gentil, mais il me manque ce qu'il faut ici. Enfin, il me manque des trucs. Parce qu'ici, je devrais écrire les paramètres. Donc la limite, par exemple. Voilà. Et du coup, je vais pas le faire. Voilà. Et là, je pense avoir mappé déjà un petit peu toutes les opérations pour pouvoir résoudre mon souci. Donc j'ai un arbre, j'ai un graphe qui ressemble à ça. Est-ce que vous voyez bien? Levez la main si vous ne voyez pas. Ok, c'est parfait. Hop. Donc ici, très important, on peut revert. Là, je suis dans mon état. Là, l'avantage de la méthode Mikado, c'est que je reste dans un état stable. Je peux rentrer chez moi. Le lendemain, je reviens tranquillement, serein. Voilà, j'ai pas cassé de truc. Et en plus, avec le graphe que j'ai, c'est super parce que j'ai un bon visuel pour moi, pour mon équipe, pour les managers si besoin. Et du coup, ici, maintenant, je vais pouvoir, je vais pouvoir commencer à dire, bon bah voilà, je vais ajouter, maintenant je vais déplacer ma logique. Parce que finalement, j'ai revert tous mes changements problématiques. Et je me dis, bah, je vais pouvoir commencer à ajouter les différents paramètres. Donc là, je me dis, je pourrais très bien faire ici, je pourrais très bien déjà ajouter mes paramètres. Hop. On ajoute expense type. Je pourrais ajouter mes constantes, mon constructeur.
Là, c'est la limite. Ici, c'est le limite et j'ai le label. Limite label. Je crée mes champs. Voilà, toujours, je mets de mon IDE des raccourcis que j'ai à ma dispo. Et ce qui est intéressant, en fait, ici, c'est que je peux faire, et c'est tout l'intérêt aussi de la méthode, c'est qu'elle vous incite à faire elle vous incite à faire du TDD. Donc, je peux très bien dire, voilà, je vais aller chercher mon type. Hop, test. Là, je peux très bien dire, je vais tester le constructeur. Il ne va pas importer les champs. Je les importe. Là. Et là, il me dit, bon, tu l'as pas mis en public. OK. Donc là, je fais un test. Ça va peut-être pas marcher comme ça. Là, je fais un test et ça devrait passer. Bon, pour le breakfast, c'était 1000. Bien vu. Et du coup, avant de refacto, par exemple, la méthode isOverlimit, je peux très bien faire expense type, breakfast, breakfast, hop. Voilà. Et là, je mettrai isOverlimit et ensuite, je peux refacto ma méthode isOverlimit. OK. Voilà. Donc, sauf qu'en fait, je ne peux pas refacto isOverlimit. Tout simplement parce que j'ai oublié de le mettre en public. Ok, super. Hop, toc. J'ai tout simplement oublié de le mettre en public. Hop. Et du coup, là, moi, ce que je veux, c'est je voulais un isOverlimit comme tout à l'heure avec le mount. Et en fait, lui, il me dit expense. Donc, non, je ne veux pas faire ça. Je veux garder le expense. Et on a dit dans notre Mikado graph qu'à chaque étape, on valide l'étape. Donc là, j'aurais déjà dû valider celle-là, 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 celle-là. Et aussi là, on est à celle-là. Et du coup, là, je reviens. Là, je vais retourner dans mon état stable. Expense supérieur, pas supérieur ou égal. Donc supérieur à limite. Donc là, en fait, ce qui est bien, c'est qu'en exécutant ce genre de méthode comme ça, pas à pas, ça me permet en fait d'être vraiment confiant, de récupérer la confiance sur ce genre de code. Parce que je pourrais prendre des plus grosses étapes, mais je risquerais en fait de m'éparpiller. Et là, je reste vraiment concentré sur mon but. Donc là, si je voulais inclure la feature, par exemple, la feature que je parlais au début sur les dépenses de train, je pourrais très bien faire du TDD et rajouter et écrire ce genre de code pour ensuite pouvoir rajouter la constante d'énumération train avec les dépenses maximales, par exemple, à 100 et le label à train. Voilà, donc ça c'est, je pense qu'en fait on peut s'arrêter là sur cette feature, parce qu'en fait je voulais montrer aussi autre chose, on peut faire des tests d'acceptance, mais on peut également faire, et ça c'est intéressant, on peut installer un truc qui s'appelle, on peut aussi faire, donc en fait de la test d'acceptance on fait ce qu'on appelle, on fait grossièrement de la TDD, dans notre cas avec la méthode Mikado. Et ça nous permet en fait de d'abord tester, en fait, d'abord écrire notre test, et ensuite on regarde si ça fonctionne.
Et ici, je peux créer, du coup, dans mon POM, j'ai ici des dépendances sur, je vous montre juste les dépendances pour que vous les ayez, sur Cucumber. Donc, Cucumber, c'est un outil qui vous permet notamment de faire de la TDD, donc de créer des scénarios de test en langage Gherkin. Et ça va vous permettre de faire vos tests, d'écrire vos tests de manière un peu verbeuse et de pouvoir voir si votre programme il fonctionne bien. Donc le but, ça va être de faire un test qui passe pas. Et donc la TDD, ça va être de faire un test qui est rouge. Et ensuite, on va développer la feature par-dessus et on va le rendre vert. Donc comment ça se passe? Donc en dehors des dépendances, on a un dossier feature. On a un dossier feature, et dans le dossier feature, on peut créer par exemple notre feature. Donc ça ressemblerait à quelque chose comme ça. Voilà, notre scénario ressemblera à ça. Donc là, j'ai pris l'exemple pour les 1000. Bon, là, c'est déjà implémenté pour le cas. Et, je voulais montrer comment ça se passe. Donc le scénario, je teste les plats qui sont sous la limite et sur la limite. Donc, ce qui est bien, c'est que je peux définir toutes mes steps, toutes mes étapes. En fait, pour chaque scénario, je définis des étapes en langage Gherkin, given, when, then. Et du coup, ça me permet de faire mes tests. Mais la principale différence, c'est que c'est assez verbeux. Voilà, donc là, je peux générer tous mes tests. Donc en fait, ça va ressembler beaucoup aux tests d'acceptance. C'est juste une autre manière de faire. Et du coup, là, je crée mes dépendances en dessous de la limite. Et d'ailleurs, j'ai oublié un truc. C'est pour Cucumber, il faut que je crée ce qu'on appelle un test runner. Voilà, pour qu'il puisse trouver les différents tests. Ok. Donc pour ce qui est du test, pour ce qui est au niveau du test runner, je l'ai plus le code du test runner. Je vais pas pouvoir montrer ça. Hop. Mais en tout cas, ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'au niveau des features, on peut exécuter directement la feature. Et ce qui est intéressant avec Cucumber, c'est que au niveau on peut faire de la TDD. On peut faire de la TDD avec Cucumber, mais c'est une librairie qui va vous permettre de supporter le BDD. Et donc le Behavior Driven Development. Et en fait, cette technique de BDD, vous allez pouvoir dire que vous faites du BDD à partir du moment où vous allez commencer à travailler avec les différentes parties, c'est-à-dire les différents acteurs, votre PO, votre QA, et que vous allez réfléchir sous un langage commun qu'on appelle Ubiquitous Language en termes Domain-Driven Design. Et à partir de là, vous allez commencer à pouvoir vraiment supporter l'aspect, on écrit des tests centrés sur le comportement de notre application, et pas juste des tests techniques, des tests juste verbeux. Donc c'est à peu près la base de ce qu'on peut faire quand on est dans du code legacy, et après on pourra en parler pendant des heures, mais on a des techniques pour casser les dépendances. Voilà, des choses comme ça un peu plus sympas. Ce qu'on aurait pu améliorer dans notre application, il reste encore beaucoup de travail en vrai. On aurait pu séparer. Notre Mikado Goal, il aurait très bien pu se focus sur séparer la logique de calcul de la logique de formatage et d'affichage. Donc ça aurait très bien pu être ça comme goal. Mais je pense que je ne l'ai pas choisi aujourd'hui parce que ça aurait été un peu plus long à présenter. Qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé la méthode Mikado, qui est une méthode qui permet de trouver notamment, de découvrir
étape par étape les différents problèmes et d'établir des liens entre eux. Et donc on a un but comme je l'ai dit, on a notre but de départ, on a nos critères d'acceptance à la fin, et une fois qu'on a atteint notre but, voilà, normalement on est tout bon. Ça permet d'éviter aussi l'effet tunnel, le fameux daily où bah, on se dit bon bah voilà, j'ai vu un refacto sympa, je vais le faire, et le lendemain on dit bon bah ça va prendre 3 jours, et finalement 3 jours après ça prend une semaine après ça en prend 3, et ensuite vous supprimez juste votre code parce que c'est devenu trop long, immaintenable, parce que vous avez eu une erreur de compilation, puis 2, puis 3, et ça n'en finit pas, vous tirez la pelote de laine à ce moment-là. Cette méthode facilite aussi la communication entre les différentes parties, et ça permet aussi de donner la visibilité, par exemple au manager ou à l'équipe. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'elle est très très compatible avec l'extreme programming. Parce que si vous commencez à faire par exemple du pair avec quelqu'un, il peut être en train d'écrire le graphe pendant que vous faites les changements. Donc ça permet que les deux soient vraiment actifs dans le raisonnement. Et vous pouvez tout à fait faire du mob programming également. Et je vous encourage à le faire. Les tests de caractérisation, donc vous avez vu, on a pu en faire en ATDD. Là, c'est de l'ATDD en mode boîte noire. Donc on a une entrée, on a notre application, et on a capturé il nous sort ce que notre application nous renvoie en sortie. Donc là, c'est pas non plus un truc de fou. On a capturé le system out, mais on aurait très bien pu commencer, par exemple, partir d'un but. On aurait très bien pu avoir des méthodes qui retournent des valeurs plutôt, et à partir de là, on aurait pu tester le retour de ces méthodes-là, par exemple. On n'est pas obligé de capturer la sortie des logs à chaque fois, ou la sortie des messages RabbitMQ. Mais quoi qu'il en soit, c'est bien utile pour capturer le comportement de notre application. Pour la partie, donc pour récapituler un peu, on a différents types de tests qu'on peut faire pour tester dans le code legacy, mais on a aussi différentes méthodes, dont la TDD, le TDD et le BDD, donc pour tester techniquement et fonctionnellement notre code. Donc souvent, parfois, vous entendrez le terme de scaffolding. En fait, c'est un échafaudage. C'est juste pour dire qu'on monte une structure autour de notre application, juste pour la sécurité et pour pouvoir travailler autour. Au final, est-ce qu'on peut limiter la production de code legacy? Alors, il y a plusieurs manières. Je vous ai montré par exemple la TDD, en fait le test first, ça marche très très bien pour limiter la production de code legacy, parce que vous allez pouvoir voir en amont les problèmes que vous pouvez avoir et aussi les problèmes de design. Vous allez pouvoir aussi limiter la production de code legacy avec des code review, du pair, des tests croisés, et tout ce genre de choses. Et également aussi, vous pouvez mettre en place des outils automatisés. Par exemple, je pense à des error prone refaster qui vous permettent en fait vous définissez des règles. Vous définissez des règles dans votre équipe de refacto, et en fait, ça va refacto automatiquement à chaque commit. Ça va refacto automatiquement à chaque commit pour les trucs les plus basiques. Et du coup, ça diminue le temps des code review aussi, et ça garde une homogénéité dans la qualité. Vous pouvez aussi documenter vos pratiques. Donc pour conclure, faites du refacto incrémental, ne vous cantonnez pas juste à on fait sa feature, on rajoute la duplication, même si je peux comprendre que c'est assez frustrant, parce que parfois il faut juste qu'on délivre, on est là pour délivrer de la valeur. Mais par contre, le refacto incrémental, je vous encourage à le faire un peu tous les jours dans votre feature. Et puis, ça va vous permettre. Et du coup, le refacto incrémental, j'ai juste perdu ce que je voulais dire, vous inquiétez pas. Donc ça va vous permettre de délivrer de la valeur. Et au niveau des managers, même s'ils disent que ça ne délivre pas de valeur, vous allez, en fait, si vous le... Hop.
crois que j'avais oublié un truc. Oui, c'est ça. En fait, je voulais surtout conclure sur la partie culture d'entreprise. En fait, je voulais juste dire que vous, en tant que dev, vous aviez le pouvoir, même si vous ne vous en rendez pas forcément compte, mais vous avez le pouvoir de changer petit à petit, jour par jour, que ce soit dans votre équipe ou au-dessus, en prenant des initiatives. Vous avez quand même un certain pouvoir de changer la culture d'entreprise et de montrer que le refacto, ça peut avoir une valeur énorme à long terme. Donc, merci de votre attention. Je vous mets ici quelques références. Donc, merci. Je vous mets ici quelques références, notamment sur les livres que j'ai pu lire et relire aussi pour préparer ce talk. Et également un QR code sur les différentes... vous allez pouvoir retrouver normalement sur la rediffusion Twitch. Un QR code sur les différents exos, les katas. Et encore une fois, merci de votre attention. Merci à vous, merci aux orgas. C'est trop super d'avoir pu être ici aujourd'hui et profiter de cette journée. Et donc les exemples GitHub ici, et s'il vous plaît, beaucoup de feedback. Voilà, n'hésitez pas à être super critique sur la démo, qu'est-ce que vous auriez aimé plus savoir, voilà. Et toutes les pistes d'amélioration, je suis preneur. Merci beaucoup. Merci Valentin, tiens, tu as droit à une petite bouteille d'eau, parce Merci que beaucoup. ça peut être assez pratique. C'est qu'il a géré, c'est pour ça qu'on a vu une bouteille d'eau, sinon... Je vais reprendre du café. Ça marche aussi avec le café. Il est bon. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, l'avantage qu'on a là, c'est qu'on va pouvoir regarder un petit peu pour vos questions. Donc, c'est le moment. Dites-moi, est-ce que quelqu'un aurait une question pour Valentin? Oui, j'arrive. Oui. Merci beaucoup. Merci Valentin pour le talk. J'avais une question par rapport à toutes les IA qu'on a de plus en plus, les agents, les assistants qui nous aident au quotidien sur le développement logiciel. Quels seraient les conseils ou les ajustements que tu ferais sur ta méthode pour utiliser au mieux ces IA? Alors, j'aime beaucoup ta question parce que je m'y attendais. Je ne pensais pas que ce serait la première question, je m'y attendais beaucoup. Alors, ce qui est très intéressant avec les agents d'IA, c'est que depuis les années 2020, donc on a eu l'apparition ChatGPT, tout ça, et maintenant, en fait, on a vu l'apparition des agents, et maintenant, on voit l'apparition des applications qui sont au-dessus de ces agents. Donc, utiliser ces agents pour produire, on va dire, une certaine valeur. Et justement, chez mon client actuel, on utilise ce genre de choses, ce genre de solution. On utilise notamment une solution qui permet de centraliser nos pratiques et d'agir comme, via un plugin dans notre IDE, d'agir un peu comme un linter. Et donc on a tout ce genre de solutions. Et ta question, c'était plus par rapport à la méthode. En fait, par rapport à la méthode, je pourrais très bien lui utiliser la méthode RCT du prompting en donnant un rôle à mon IA directement dans mon IDE, en disant bah voilà, tu as un rôle t'es expert en méthode Mikado par exemple, et je lui donne tous les critères qu'il doit avoir, les exigences de qualité. Ça peut être très bien des exigences sur un outil qui est stocké sur un serveur, sur un autre agent IA. Et du coup, à partir de là, il peut devenir plus pertinent, étape par étape. Je peux lui poser la question comment lui refactorerait étape par étape avec moi, quoi. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, donc pour ce qui est de l'IA, effectivement, j'appuierai sur l'idée que ça peut nous permettre aussi de générer les tests en reverse engineering. Ça se fait très vite pour certaines classes ou pour certaines méthodes. Et que ça permet aussi de couvrir l'ensemble des arbres de décision beaucoup plus précisément que nous, des fois. Bien sûr, soumis à validation. Et puis, pour ce qui est, par contre, des refactoring, tout en restant dans la méthode Mikado, ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi ne pas utiliser, en fait, les outils actuels. Enfin, IntelliJ, par exemple, permet le refactoring
en changeant de signature, etc., en déplaçant les méthodes, ce qui contribue tout en ayant effectivement des erreurs dans le code parce qu'on a déplacé ou rajouté un paramètre qui est utilisé, d'une méthode qui est utilisée ailleurs, on le voit. Finalement, on reste aussi avec ces possibilités-là pour rester en Mikado, quoi, en fait. Oui, alors tout à fait, c'est une remarque très intéressante. Parce qu'en fait, l'exemple, il est vraiment très simpliste. J'utilise qu'une partie du pouvoir de la méthode. Parce que là clairement, dans l'exemple, c'est vrai ce que tu dis. Je peux aussi utiliser toutes les automatisations que mon IDE me propose et arriver en fait à mon but. C'est juste que j'ai un risque de m'éparpiller dans mon refacto. Par exemple, si je reviens typiquement dans mon code ici, en fait, si j'ai pas vraiment de guidelines, de but, je pourrais très bien commencer à dire bon bah ici je vais faire un sprout method. Je vais séparer ça et comme ça, je vais pouvoir extraire. Là, je vais retirer les dépenses. Voilà. Voilà. Ici, maintenant, j'ai que ce qui s'apparente au formatting, au printing, et ici, j'ai que ce qui s'apparente. Voilà. Mais là, du coup, si je commence à faire ça, en fait, je commence à m'éparpiller potentiellement par rapport au but initial que je vous ai présenté, qui était d'extraire la logique d'un autre objet. Donc à ce niveau-là, mais c'est vrai que vu la simplicité de l'exemple, j'ai pas eu la nécessité d'exploiter toute la force de la méthode qui aurait été prendre successivement les problèmes de compilation sans pouvoir les résoudre en tirant la pelote de laine. Oui. Ouais, en fait, je parlais pas de revenir sur la méthode, hein. C'est bien utiliser les outils pour faire coller à la méthode. Donc effectivement, l'extraire la méthode à un moment donné, tu peux le faire avec l'outil. C'est juste ça. Oui. On a une dernière question. Déjà, je trouve ça hyper intéressant parce qu'on a tous du legacy et c'est un peu la plaie pour tout le monde. Par contre, pour faire du refactoring, du changement d'architecture, etc., je trouve que c'est un peu dangereux de ne pas commencer justement par les tests boîte noire. Là, tu es parti sur le refactoring, c'est juste parce que tu voulais nous montrer plutôt du refactoring plutôt que le test boîte noire ou en fait, c'est un vrai choix de dev pour tous les jours? Alors non, en fait, le test boîte noire, c'était mon test, c'était ce test-là. Donc c'était tous ces tests-là avec mes tests boîte noire, c'était ça en fait. Donc là, pour cet exemple-là, je suis resté vraiment très simpliste et je capturais en fait ce qu'il y avait dans le comportement de mon application. Et en fait, mon test boîte noire, c'était ça. En entrée, je rentrais des dépenses et j'avais la sortie de mon application. Donc c'est ça mon test boîte noire et c'est pour ça que j'ai expliqué dans le talk justement qu'il fallait d'abord, avant de toucher quoi que ce soit, avant de mettre en place telle méthode ou telle méthode, on allait devoir mettre en place ces tests et qu'ils passent. Et effectivement, j'ai oublié de dire que les tests, je devais les exécuter à chaque fois que je fais une opération pour être sûr qu'il n'y a pas de régression. Ça, c'est très important. Je suis obligé de t'arrêter. Évidemment, si vous avez d'autres questions, la bonne nouvelle, c'est que Valentin va physiquement rester ici et ne va pas soudainement disparaître. Donc, vous pourrez le faire en prenant un café avec lui. Merci énormément. Une ouverture du live coding, un sujet qui intéresse. Et tu vois, il y a plein de questions. Merci et grand bravo à toi, Valentin. Merci à vous.